Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Pour la libération des détenus politiques, des organisations de défense des droits humains sous la houlette du réseau ouest-africain de défense des droits ont marché et recommandé au chef de l'État de créer les conditions d'un climat propice à l'exercice des droits civils et politiques. Publication du dossier médical d'Ousmane Sonko, une violation flagrante de ses droits. C'est l'avis du Dr Babacar Niang qui s'insurge contre cette entorse au secret médical. Vous l'entendrez, il s'exprime dans ce journal. Gandiol pleure ses fils après le chavirement d'une pirogue transportant plusieurs dizaines de migrants. Au total, 5 corps repêchés pour le moment. Témoignage exclusif d'une rescapée. Salat Diop est âgée de 20 ans. Elle est élève en classe de première. Elle nous parle ce soir des raisons qui l'ont poussée à tenter le voyage du désespoir. Bientôt la fin des pénuries d'eau à Gorée, assurance du directeur régional de Sen'Eau. Selon Papa Abdoumbaye, toutes les dispositions sont prises pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. La libération de tous les détenus dits politiques, c'est ce que réclame le réseau ouest-africain de défense pour les droits humains. Lors d'une manifestation autorisée, ces organisations des droits de l'homme ont demandé au chef de l'État de créer un climat propice au plein exercice des droits civils et politiques. La marche s'est tenue du rond-point Gédo au terminus Liberté 5. Maïmouna Ndiaye et Modou Diop y étaient pour nous. Reportage. Jeunes hommes et femmes ont répondu présents à l'appel de la société civile pour la libération des détenus dits politiques. Nous, le collectif des familles des détenus, notre quotidien, c'est qu'on se réveille un jour, on nous dit voilà, on a attrapé ton fils, il est au commissariat. Une fois au commissariat, on l'amène au parquet. Au parquet, 2 ou 3 retours de parquet, on le ramène au commissariat. 4e retour de parquet, il fabrique les motifs, on lui colle, on lui met en mandat de dépôt. Mandat de dépôt 6 mois, on n'entend pas sur le fond. 9 mois, on n'entend pas sur le fond. Aujourd'hui, il y a ceux qui ont fait là-bas 13 mois, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas été entendus sur le fond. L'emprisonnement d'Aliou Sané était presque sur toutes les lèvres. Les organisations de la société civile ayant pris part à la marche exhortent l'État du Sénégal à libérer immédiatement et sans condition le coordonnateur de Y'en a marre. Exercer le droit à la liberté d'expression, d'opinion et de réunion pacifique et d'abandonner les poursuites à leur encontre. Elle demande cette association en outre au président Macky Sall et à son gouvernement de créer un climat propice au vrai exercice des droits civils et politiques par les citoyens et les partis politiques dans le contexte électoral du Sénégal. Les associations exhortent le président Macky Sall à mettre en profit au pouvoir pour initier les réformes et faire adopter ces nouvelles lois, renforcer la protection des droits humains. Pour les leaders politiques, cette mobilisation, symbole de la démocratie, est à encourager. Pendant longtemps, on a voulu nous opposer aux forces de l'ordre, à ces policiers et à ces gendarmes. Je suis militaire. Je sais ce qu'ils subissent. On ne peut pas nous opposer à eux. Ce sont nos frères et vous voyez comment ils encadrent cette manifestation. Libre, on veut le continuer. Le combat continue pour les organisateurs de cette mobilisation. Ils donnent rendez-vous aux Sénégalais très prochainement. Les droits du patient Ousmane Sonko ont été violés. C'est la conviction du patron de la clinique Souma Assistance. Dr Babacar Niang estime d'ailleurs que son rapport d'hospitalisation n'aurait jamais dû être publié. Un rapport dont il doute d'ailleurs de l'authenticité. Il nous dit pourquoi dans ce reportage d'Al-Hassan et Diafaraba. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Dr Babacar Niang est d'avis que ce n'est pas la première fois que l'état de santé du leader des Patriotes est étalé sur la place publique. N'empêche, la publication de ces 2 documents constitue une violation des droits du patient Ousmane Sonko. D'abord, un document comme ça qui doit être diffusé, même le malade devrait le signer.
un rapport médical qu'une assurance me demande de faire sur vous aujourd'hui, je vous le montre. Votre assurance me demande ça, est-ce que vous êtes d'accord? Vous devez le contresigner avant que je le dépose. Donc là, Sonko, si on dit aujourd'hui qu'on veut protéger ces données personnelles, qu'en son temps, dans ma clinique, on nous a forcé à les donner, à vouloir les donner, et qu'aujourd'hui qu'on les diffuse sans son autorisation, et que la même administration veut défendre Sonko, alors que Sonko, ils l'ont mis en prison alors qu'il n'a aucun délit confirmé actuellement. Deux choses à relever et qui ne sont pas claires dans la tête de Dr Babacar Niang. Vraiment, ils sont déjà un peu, je ne sais pas s'ils ont été falsifiés, mais il y a quelque chose de bizarre parce que le rapport médical de Sonko, ce n'est pas un médecin de pénitencier qui le fait. C'est le médecin actuel de principal qui est en train de soigner le malade, qui peut seul lui transmettre avec sa signature. Et je pense que ce médecin Diagne, il n'exerce pas à l'hôpital principal. Et à la gendarmerie, dans la prison, il n'a pas tous les documents pour avoir tous ces éléments de quelqu'un qui est dans le coma à l'hôpital principal. Bon, déjà, l'un des documents, déjà, il y a un problème de statut de celui qui l'a fait. Donc voilà déjà une première chose. Hein? Deuxième chose, l'autre de certificat médical, lui, il est bien entêté avec l'entête de l'hôpital principal, mais personne ne l'a signé. Personne ne l'a signé. Vous voyez ce que... Vous voyez? Quoi qu'il en soit, Ousmane Sonko peut poursuivre les auteurs de la publication de ces documents. Le procureur de la République, qui juge ces faits d'une particulière gravité, a ordonné l'ouverture d'une enquête. Les peines sont définies dans la loi 2016-29 du 8 novembre 2016 modifiant la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal. Les libéraux du département de Saraya scellent l'union sacrée pour assurer la victoire à leur candidat Karim Meïssa Wade au soir du 24 février 2024. Ils se donnent un délai de 10 jours pour collecter les 1500 parrains répartis dans les 6 communes du département. Le député maire de la commune de Bambou s'est confié à notre reporter Ibrahima Djebakhaté en marge de cette cérémonie de lancement de collecte des parrainages à Saraya. Nous l'écoutons. Nous, ce que nous pouvons donc dire à nos frères, donc c'est à nos camarades donc de parti, c'est l'union. C'est l'unité, n'est-ce pas, autour donc de notre président donc Karim Meïssa Wade. Notre objectif est qu'il soit donc candidat en 2024 et qu'il soit donc président de la République du Sénégal en 2024. Donc seulement donc l'unité qui peut vraiment donc nous donner ces résultats. Non, bon, on n'a pas de plan B. Depuis 2012, on est là, donc on parle toujours de notre candidat Karim Meïssa Wade. Nous, le président n'a pas de plan B, disons. Ouais. Nous nous sommes fixés donc un rendez-vous le 10 novembre pour pouvoir terminer donc le parrainage. À Vélingara, le coordonnateur régional du comité électoral de Benno Bokk Yakaar, par ailleurs ministre de l'enseignement supérieur, est accusé par des jeunes de semer les germes de la division, une division qui ne milite pas en faveur du candidat de la coalition présidentielle. Le chef de l'État est invité à rappeler le professeur Moussa Baldé à l'ordre. Je vous prie d'écouter notre reporter Abdoulaye Diallo qui a tendu le micro aux manifestants. La population du département de Vélingara ne peut aucunement concevoir des œuvres et actions et agitations incongrues, voire hypocrites du ministre Moussa Baldé qui tente de poser dans le département, qui jadis a toujours constitué un front unitaire dans tous les combats électoraux. Nous voulons attirer l'attention du président Macky Sall et de son bien-aimé candidat Amadou Ba. Le ministre Moussa Baldé, à travers son implication dans les affaires politiques de Vélingara, qui ne le regarde nullement pas, est en train non seulement de diviser les leaders politiques favorables au Benno Bokk Yakaar, mais aussi risque de fortement affaiblir l'électorat du candidat à la présidentielle, M. Amadou Ba. Vélingara dit non à toute forme d'ingérence dans les affaires intérieures du département. Gandiol dans l'émoi et la consternation au lendemain du chavirement d'une pirogue qui transportait des migrants clandestins. Au total, 5 corps sans vie ont été repêchés, 2 garçons, 3 filles. Notre reporter à Saint-Louis s'est entretenu avec une rescapée. Elle s'appelle Satat Diop, elle a 20 ans, elle est élève en classe de première et ce soir, elle nous explique les raisons qui l'ont conduit
à emprunter ces embarcations de fortune. Le reportage est signé Ousseynou Diop et Abutsek. Et témoin oculaire du chavirement de l'embarcation hier avec à bord des migrants clandestins. Elle fait partie du premier lot qui a quitté Gandiol pour attendre les autres migrants à quelques mètres de l'embouchure. Il y avait énormément de personnes dans la pirogue. À un moment, les gens se ruaient pour monter. Tout le monde se précipitait pour ne pas être laissé dans le pays. Pour Sata Diop, la pirogue qui a chaviré avait à son bord un nombre important de jeunes filles et seules 3 ont survécu. Il y avait plus de filles que de garçons, mais seules 3 d'entre elles ont pu rejoindre la pirogue qui devait nous amener. La pirogue s'est complètement renversée, complètement. Élève en classe de première, la jeune lycéenne âgée de 20 ans n'avait plus d'autre choix que de tenter la migration irrégulière. Sata dévoile difficilement les motifs qui l'ont poussé à vouloir quitter le pays. Les choses ne marchent pas ici. Je prends l'exemple de ma grande sœur. Depuis que je suis en classe de 6e, elle est à l'université et jusqu'à présent, elle est là-bas. L'autre raison pour la jeune fille est d'aider sa maman qui n'arrive plus à joindre les deux bouts. Ma mère est très fatiguée à cause de nous. Elle travaille sans répit pour nous. J'ai voulu tenter l'immigration clandestine pour qu'elle puisse au moins avoir une vie stable. Sata Diop a plus de chance que ses 4 autres camarades qui habitaient dans les maisons voisines. Elles ont toutes perdu la vie dans le naufrage de l'embarcation. À Gandiol, nous restons naturellement sur place. La tristesse est le sentiment le mieux partagé, surtout à Pilote Bar, lieu de résidence de 4 jeunes filles qui ont trouvé la mort à l'issue de ce voyage incertain. Le père d'une des victimes, la jeune Fatou Mbaye, nous en dit plus et c'est toujours au micro de Seynou Diop. Je rentrais d'un voyage et arrivé à hauteur de Kébémer, mon épouse m'a appelé pour me dire que notre fille faisait partie des candidats qui tentaient l'immigration clandestine. C'est comme ça que je l'ai appris. Hier nuit encore, elle était avec nous ici. C'est elle qui avait préparé même le thé. C'est une volonté divine que nous acceptons. Sa mère était en Casamance, elle est rentrée hier. Nous acceptons la volonté divine. Ousseynou Diop, merci. Hors de chez nous, 2 nouvelles pirogues en provenance du Sénégal ont échoué au Maroc. À bord, 415 passagers, dont 23 femmes et 2 bébés. 7 personnes y ont perdu la vie et de nombreux blessés sont à déplorer. Ces Sénégalais qui voulaient tenter l'aventure européenne seront rapatriés par voie terrestre, selon l'ambassadeur Baboussen, consul Baboussen, consul du Sénégal à Dakhla. Aminata Mbaresso pour plus de détails. De nouveaux candidats à l'immigration irrégulière terminent leur aventure au Maroc. Dans cet entretien téléphonique avec le consul du Sénégal à Dakhla, Baboussen fait état de 2 pirogues en provenance du Sénégal. Depuis ce matin, nous procédons à l'identification des compatriotes arrivés hier à bord de 2 pirogues en provenance du Sénégal. Le total fait effectivement 415. À bord, 415 passagers, des femmes, des bébés et une centaine de mineurs. Donc l'équipe consulaire va s'occuper des Sénégalais et nous verrons avec les autorités marocaines et mauritaniennes très rapidement comment faire pour que nos compatriotes puissent revenir au Bercail dans les meilleurs délais. Après les identifications, son Excellence Baboussen promet un retour au Bercail pour ces Sénégalais qui étaient en partance pour l'Espagne. Parmi donc les rescapés, il y a 23 femmes et puis il y a 2 bébés et une centaine de mineurs. Pour les femmes et les mineurs, on les a recensés et puis on est en train de voir avec les autorités locales comment faire pour délocaliser toutes ces personnes et les amener dans un autre centre. Je suis en train de négocier pour
qu'on puisse les amener à Dakhla. Hormis les Sénégalais, des Maliens, des Gambiens, mais également des Guinéens étaient à bord de la pirogue qui avait quitté le Sénégal pour l'Espagne. Et puis, je vous l'annonçais en titre, bientôt la fin des difficultés d'approvisionnement en eau sur l'île de Gorée. Confirmation du directeur régional de la Seine-Eau. Selon Pape Abdoumbaye, n'eût été une météo défavorable. Un retour à la normale aurait été déjà constaté depuis quelques jours. Toutefois, les équipes sont à pied d'œuvre pour mettre fin à la pénurie. Je vous propose de l'écouter. Une station de pompage qui est implantée sur la corniche Est. Et nous avons 2 conduites sous-marines qui longent la mer pour arriver au niveau de l'île de Gorée. Donc c'est ce dispositif-là qui nous permet d'alimenter Gorée en eau. Et les 2 canalisations en fonctionnement normal, c'est une canalisation qui est en service et l'autre reste en stand-by. Donc il faut dire qu'il y a de cela quelques temps, quelques semaines, nous avions enregistré au niveau de la mer des houles exceptionnelles. Des houles qui étaient combinées également à des phénomènes d'érosion. Des régions de roches qui se détachaient au niveau de la falaise de Gorée ou bien qui étaient sur la berge qui se déplaçaient. Et ces roches sont venues ensevelir les 2 canalisations et y ont créé des dommages importants. Les travaux sont en cours, les équipes sont mobilisées en relation avec notre prestataire qui est spécialisé sur les travaux en zone sous-marine. Donc au moment où je vous parle même, les équipes sont à pied d'œuvre en mer. Maintenant, il faut juste faire remarquer qu'en fonction des conditions de la météo, par moment, il n'est pas possible d'intervenir pour faire la réparation. Parce qu'il faut dire que pour réparer ces fuites, le temps d'intervention n'est pas très long. En 2-3 heures ou maximum 4 heures, on arrive à faire les réparations de fuites. Mais la difficulté ou bien la contrainte, c'est que par moment, la mer reste agitée, de sorte que les conditions sécuritaires ne sont pas réunies pour permettre aux plongeurs de faire leur intervention. Comme c'est le cas actuellement ce matin, les équipes sont tous sur place, mobilisées, les plongeurs. Allez, parlons consommation à présent. À Kaffrine, le prix de la baguette de pain est en passe d'augmenter. De 200, elle risque de passer cette baguette à 250 francs CFA. Et pour cause, les boulangers de la région avouent ne plus tenir face à la flambée des prix de l'électricité, mais aussi des matières premières. Le point, c'est avec Ndayawabe et Mme Gorwilen. L'électricité, vraiment, c'est tellement cher. C'est cher. Ces boulangers subissent de plein fouet la flambée des prix de l'électricité. Ainsi, ils alertent sur une possible hausse du prix du pain pour prendre comble la hausse du coût de l'électricité. Par rapport au début, moi, je faisais 8 000 francs par jour. Actuellement, je consomme 15 000 francs par jour. C'est pas normal. Le compteur normal, avec les 2 mois, tu ne peux pas dépasser 600 000 francs. Mais actuellement, alors tu fais 950 000 francs par 2 mois. Les augmentations des coûts des matières premières essentielles, la levure entre autres, posent également problème. La farine actuellement, le sac c'est égal à 20 000 francs. La levure, les cartons, par rapport au début, avec l'amélioration, vous faisiez 20 000 francs, mais actuellement vous faisiez 30 000 francs. La levure aussi la même chose. Au début, il y avait 9 000 francs le carton, mais actuellement, c'est 15 000 francs. Venue acheter du pain, Nefundaou, la septuagénaire, habite à Ndjoudjen. Elle fustige cette situation. Je suis venue acheter les restants de pain. Avant, on achetait le sac à 1 500, 2 000 francs CFA, mais maintenant, c'est 2 500, voire 3 000 francs CFA le sac. Nous déplorons vraiment cette situation. Pour remédier à cette situation, les boulangers et les consommateurs invitent le gouvernement à agir rapidement. Retour à Dakar et plus précisément dans la commune de Rufisque-Ouest, cité Tako, un quartier difficile d'accès tant la route qui y mène est impraticable, une situation difficile pour ses habitants, notamment lorsqu'ils sont malades et doivent faire l'objet d'une évacuation sanitaire. Mor Mbaïsar est délégué de quartier à la cité Tako. Nous l'écoutons au micro d'Abdou Diouf Diagne et d'Ahmadou Bamba Samba. Ils sont agressés ici. Des femmes sont tombées ici. Des femmes ont accouché en cours de route. Quand on a un malade la nuit, on éprouve tous les problèmes du monde pour l'évacuer. Parce qu'il n'y a pas de route. Donc nous demandons
au gouvernement de Macky Sall de nous venir en aide. Dans notre quartier, dans notre environnement, aucun problème n'a été occulté. Aucun problème. Et tous les ministres concernés ont été saisis. Il n'y a pas un responsable dans le gouvernement de Macky Sall qui doit agir ici, qui n'est pas au courant de ce problème-là. Donc nous réitérons notre appel et nous réitérons encore nos lettres de demande de rencontre avec les ministères qu'ils nous reçoivent. C'est tout ce qu'on demande. Les travailleurs des collectivités locales ont été reçus hier par leur ministre du tutelle, Modou Diagne Fada, a misé sur le dialogue pour faire revenir ses employés à de meilleurs sentiments. L'annonce a été faite lors d'une rencontre sur le diagnostic de la fonction publique territoriale. Fatou Bintou Conté et Alun Diagne ont assisté à la rencontre. Depuis des mois que les travailleurs des collectivités territoriales sont en grève, une longue grève avec plus de 15 plans d'action. Hier, ils ont été reçus par leur ministre de tutelle pour une large discussion. J'ai reçu hier les représentants de l'intersyndicale. Nous avons eu une rencontre responsable. Ils ont posé leurs revendications et nous avons apporté des éléments de clarification. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes engagés tous dans une dynamique d'apaisement, dans une dynamique de résolution des problèmes. Des travailleurs des collectivités locales très fermes sur leurs revendications en face de Modou Diagne Fada qui comptent désormais adopter le dialogue comme moyen de résolution des conflits. Hier, en face de nous, des patriotes, des gens responsables, mais aussi qui sont fermes dans leur position parce qu'ils trouvent que leurs revendications sont légitimes. Et nous saisirons toutes les occasions, en tout cas, pour lancer des appels à la retenue, à l'apaisement, à la discussion, au dialogue. C'était à l'occasion d'une rencontre sur le diagnostic de la fonction publique locale qui permettra de faire un tri sur les travailleurs des collectivités territoriales. Puis, il s'agit de lancer un diagnostic autour de ces ressources humaines pour connaître d'abord la répartition, tenant compte de leur statut, qui sont fonctionnaires, qui sont non fonctionnaires, qui sont contractuels à durée déterminée, à durée indéterminée. Ensuite, connaître leurs qualifications, ceux qui sont formés, ceux qui ne le sont pas, quels sont aussi leur niveau de qualification, et ensuite déterminer leurs besoins. Mais aussi d'établir une cartographie des agents et mesurer l'occupation des emplois. Parlons culture à présent. Après une longue absence, Boy Maron, l'artiste sénégalais qui a marqué les années 90 avec ses albums emblématiques, revient sur le devant de la scène musicale. Depuis son exil en France, Boy Maron a parcouru un chemin artistique et entrepreneurial riche en expériences. Au micro de nos reporters, il nous raconte son voyage musical, ses projets futurs et son regard sur l'évolution de la scène musicale sénégalaise. Ibou Diouf. C'est ce tube qui a révélé Boy Maron au grand public. Après ce succès sur la scène musicale sénégalaise et plus d'une décennie passée en France, l'enfant de Pikine compte revenir en force sur la scène. Cet album-là m'a donné un nom, Pikine de Kouaïla, et là, tout Pikinois était fier. Et on a sorti, on est allé en Côte d'Ivoire pour faire la promotion, on est revenu. Découvert au Sénégal en 1995 grâce à un concours local organisé par une radio dakaroise, il rencontre le producteur artistique Manou Lima à l'occasion de la sortie de son album, le deuxième Hey Sénégal. Bon, après on a sorti le deuxième album Hey Sénégal, et Sénégal aussi toujours avec le label News Africa distribué par BMG. J'ai eu la chance de tomber encore sur BMG en bon distributeur. Auparavant et plus précisément dans les années 90, Boy Maron avait fait une entrée fracassante dans la musique sénégalaise et incarné un grand espoir de relève aux côtés de Alioune Kassé, Aline Binder et autres. Ahmadou Ba, Sonia, Michael Souma,
il faisait des commentaires sur l'album. Et il décortiquait aussi les sons, les morceaux, qui a arrangé ça, quels musiciens qui ont joué dedans. Mais à l'heure actuelle, là, avec nos jeunes animateurs, ce n'est pas le cas. À part de travailler, même nos grands frères là, ils bossent tout le temps, ils bossent tout le temps. Oui, donc la musique, c'est tout le temps de recherche, il faut travailler night and day. Ne dis pas que je suis arrivé au sommet, personne n'est au sommet, mais bon, c'est une longue distance. Et chaque jour, il y a quoi à faire, il y a quoi à découvrir. Donc c'est pour cela que les gens ils cherchent pour avoir même un studio de chez eux. Boy Maron veut revenir en force avec la mise en place de son entreprise, le label Maron & Co. Un grand retour donc après de longues années de léthargie, pendant lesquelles d'ailleurs le Pikinois s'était installé en France. Merci à Ibou Diouf. L'actualité sportive à présent avec l'audience que le chef de l'État compte accorder prochainement à l'équipe nationale des malentendants à l'issue de sa performance lors du mondial de la discipline. Eh bien, informé de cette prochaine audience, l'équipe nationale de parabasket, également médaillée de bronze aux Jeux africains paralympiques, émet le souhait d'être elle, à son tour, reçue par le chef de l'État. Pour Cheikh Ndiaye, président de la fédération, ces protégés méritent considération et récompense de la République. Suivons-le au micro de Cheikh Saad Boudiara. Il a montré une fois que diriger un pays, c'est de le faire sans discrimination. Mais nous l'interpellons, qu'il sache qu'au moment où il recevra l'équipe nationale des sourds, il y a une équipe nationale parabasket qui était à Accra, qui a représenté dignement le Sénégal. Comme Lazare le dit, l'équipe nationale des sourds a battu l'Égypte au match de classement. L'équipe nationale parabasket également a battu l'Égypte au match de classement. L'équipe nationale des sourds est rentrée avec une médaille d'or. Également, l'équipe nationale parabasket est là avec une médaille de bronze. Maintenant, on ne peut pas comprendre pourquoi cette 2 poids, 2 mesures. Bon, raison pour laquelle on a appelé la presse pour attirer son attention, pour que vraiment il élargisse cette audience avec l'équipe nationale parabasket. Nous poursuivons en football avec la saison 2023-2024 de Ligue 1 qui démarre ce week-end. La succession de Génération Foot tenante du titre est ainsi ouverte et pour Hubert Meng, observateur averti, eh bien 5 à 6 clubs peuvent être considérés comme des prétendants au sacre. À la tête de ce peloton, ici Djaraf et Teungueth FC, sans oublier de demander aux autres clubs de prendre au sérieux le stade de Mbour. Reportage signé Cheikh Saad Boudiara. Qui pour succéder à Génération Foot en Ligue 1 saison 2023-2024 qui démarre ce samedi. Pas moins de 5 prétendants, dont 2 favoris au regard de leur effectif. C'est le Djaraf et Teungueth FC. Pourquoi le Djaraf et le Teungueth FC? Parce que ces 2 équipes ont su garder l'essentiel de leur effectif de l'année dernière. Et on sait qu'elles ont terminé la dernière saison, sur une bonne note. Ces 2 équipes qui ont su garder l'essentiel de leur effectif de la saison dernière. Et elles se sont également qualitativement et quantitativement renforcées. Il y a d'autres équipes qui sont traditionnellement citées parmi les favoris. Il y a le champion en titre, le champion sortant, Génération Foot. Mais Génération Foot a perdu l'essentiel de son effectif de l'année dernière. De mon point de vue, ce sera une année de transition pour Génération Foot. Et ce sera également le cas pour le Casa Sport. C'est pareil pour Djambar. Maintenant, il y a les équipes de la banlieue, Guédiawaye Football Club et l'AS Pikine, qui ces dernières années n'ont pas été très constantes. Toutefois, une surprise n'est pas à écarter dans cette course au titre. L'équipe qui pourra créer la surprise cette saison, c'est le Stade de Mbour. C'est une équipe qui sort d'une saison assez bonne dernière saison, même si elle a perdu en finale de la Coupe de la Ligue et de la Coupe du Sénégal. Cette saison-ci,
avec l'essentiel de leur effectif qu'ils ont gardé. Il n'y a que comme départ majeur Abdoulaye Ka qui est allé à Teungueth FC. Pour le reste, je crois qu'ils ont su maintenir l'effectif. Et surtout, ils ont pu recruter un entraîneur de bon niveau, Massamba Cissé, dont le duo avec Ibrahima Diakhaté, qui avait mené l'équipe aux 2 finales, pourra donner satisfaction. Moi, je mets une pièce sur le stade de Mbour pour jouer, disons, un peu les troubles faits. La première journée démarre ce samedi avec 2 affiches au programme. Teungueth FC face au promu Jamono Fatick et le choc Jaraaf Guédiawaye FC. Elle se poursuit dimanche avec 4 rencontres, dont Stade de Mbour Génération Foot, et prend fin lundi avec le match Sonacos Dakar Sacré-Cœur. Allez, du football, nous passons au basket avec le couronnement du roi et de la reine de la saison 2022-2023. Le roi et la reine qui sont donc connus. Il s'agit de Samba Dali Fall de l'AS Douane qui est élu roi et Noumé Mbodj de l'AS Ville de Dakar élu reine. La date de leur couronnement n'a pas encore été retenue par la Fédération sénégalaise de basketball. Voilà qui met fin à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous. Tout de suite, soir d'info, nous parlons de consommation et notamment de l'alerte lancée par l'IPAS, l'interprofession agricole du Sénégal.